Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Alors, nous accueillons aujourd'hui Stéphane Roudotte, maire de Gouesnou. Bonjour Stéphane, vice-président de la métropole brestoise, conseiller régional. Pierre-Yves Cadalin, député LFI de Brest et du Finistère, on peut dire. Et de la Nation. Et de la Nation. Allons-y. Fortuné Pellicano, qui est adjoint au maire de Brest, PRG. PRG, le centre-gauche, vice-président national de cette belle formation politique. C'est le parti radical, quoi. PRG, le centre-gauche, c'est sa dénomination. Vous êtes un radical, quoi. Enfin, oui, mais la radicalité aujourd'hui, oui, voilà, la radicalité aujourd'hui. Et Samuel Petit, directeur de la rédaction du Télégramme. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors, donc depuis hier, nous avons eu le rapport de la Cour des comptes. C'est un rapport qui finalement a tranché entre deux approches. Une approche du Premier ministre qui disait qu'en gros, elles étaient déficitaires de 55 milliards, et l'approche du corps qui, lui, établissait ça à 6 milliards, mais ça va monter à 30 milliards dans les 5 ou 10 prochaines années. Donc, le conclave sur les retraites va démarrer. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, sachant que la marge est assez réduite? On peut jouer sur différents curseurs, mais il ne faut pas. Il faut maintenir l'équilibre financier du système, qui a besoin d'ailleurs d'être réformé. Bon, d'abord, je tiens à dire que le rapport de la Cour des comptes, et François Bayrou avait choisi la Cour des comptes parce qu'il était en désaccord avec les analyses du Conseil d'orientation des retraites, mais le rapport de la Cour des comptes est un véritable camouflet pour François Bayrou, car il n'y a pas de déficit caché du régime de retraite comme il le prétendait. C'est très clair dans le rapport de la Cour des comptes. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, avait accepté d'étudier l'hypothèse de l'abrogation de la réforme des retraites, qui n'est pas présente là dans le rapport, c'est-à-dire le retour à l'âge légal à 62 ans, et qui est tout à fait envisageable. C'est une proposition que nous avons mise sur la table, et je veux insister sur la question des retraites. Je veux insister sur la question des retraites, monsieur Coudurier. Oui. Il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale une majorité pour l'abrogation de la réforme des retraites. Donc vous voyez, ce conclave, c'est un nom assez étrange d'ailleurs pour qui est attaché à la laïcité, mais ce conclave sur les retraites, eh bien, est une forme d'écran de fumée, car il y a aujourd'hui, issu du scrutin du 7 juillet dernier, une majorité qui a été élue pour abroger. Quoi qu'il en coûte. Abroger et revenir à 60 ans. Quoi qu'il en coûte, vous voulez abroger. Non, mais il faut arrêter à la démagogie. Revenir à 60 ans, comme le souhaite la France insoumise, dont M. Cadalin est membre élu, c'est une hérésie. Je pense qu'il faut d'abord raison garder, se féliciter d'abord que le dialogue social soit enfin ouvert. Il y a 3 mois de discussions qui s'ouvrent, et je pense qu'elles seront utiles à trouver une solution véritablement pérenne. Mais y a-t-il ou non une majorité à l'Assemblée nationale issue des urnes? Il y aura vraisemblablement des discussions entre les partenaires sociaux qui se mettront tous autour de la table, ça a été dit, et puis il y aura également des élus. Stéphane Roudotte, est-ce qu'il faut jouer sur l'âge de la retraite, qui est très symbolique, sur la durée des cotisations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut poser une méthode sur le court, moyen et long terme. Court terme, faire confiance aux partenaires sociaux. Il y a un déficit de 5 milliards immédiatement, puis de 15 milliards d'ici 10 ans, et l'horizon 2035 est complètement bouché. Donc court terme, on y va, on discute. Moyen terme, on met en place une réforme plus importante. On a 2 options, une option systémique, une option paramétrique. Je ne vais pas faire techno, mais je pense que les paramètres sont difficiles aujourd'hui à bouger. C'est une question de cohésion sociale dans notre pays, et je pense que l'exemple suédois doit nous inspirer. Ce n'est pas transposable complètement à la France, mais de consolider le régime par répartition en y introduisant au fur et à mesure, sur plusieurs années, une capacité à capitaliser. Aujourd'hui, comme les Pays-Bas. Comme les Pays-Bas. Moi, je prends l'exemple de la Suède, oui, parce que les Pays-Bas. Il faut aller jusqu'au bout de sa logique. Laissez-le finir, s'il vous plaît, monsieur Pellicano. Jusqu'au bout, on a une capacité à définir les critères de répartition, une nécessité pour l'État de participer à la capitalisation, et ensuite c'est des régimes employeurs qui permettent au fur et à mesure des régimes personnels, et on trouve un équilibre sur le temps long. Un dernier exemple, Hubert Coudurier, la réforme suédoise s'est mise en place de 2001 à 2018. Sur 17 ans, on a réussi à lisser, et ça a été voté à l'unanimité de l'Assemblée suédoise. Samuel Petit, est-ce qu'il faut introduire un peu de capitalisation maintenant, depuis le temps qu'on en parle? Alors on peut parler de la capitalisation. Je pense qu'il y a quand même un problème en ce début de débat entre les partenaires sociaux, puisque Bayrou renvoie vers les partenaires sociaux la discussion, c'est qu'on n'est même pas d'accord sur le constat. En fait, François Bayrou et la Cour des comptes disent la même chose. Ils parlent juste pas du même périmètre. Aujourd'hui, les 55 milliards, c'est bien l'argent qui manque tous les ans pour financer les systèmes de retraite privés et publics. Il y a à peu près 300 milliards de cotisations dans notre pays.
50 milliards de l'État qui paye ses retraités, et le reste, c'est du déficit, notamment payé par l'impôt, payé par l'emprunt. S'il n'y a pas consensus sur ce constat, les discussions vont être difficiles. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que François Bayrou s'exonère finalement de la solution. Il va laisser faire les partenaires sociaux, il leur donne 3 mois, ça va être très compliqué. Et il y a des sujets visiblement qu'on ne veut pas aborder par idéologie, alors que finalement les Français semblent assez pragmatiques. Vous parlez de la capitalisation. Je ne suis pas un défenseur de la capitalisation, mais toujours est-il que les Français, les fonctionnaires à travers le préfonds ou de nombreux Français dans le privé, mesurant bien que leur épargne personnelle va les protéger d'une forme de disette ou de baisse des retraites, se sont engagés dedans. Donc je pense que les Français sont finalement beaucoup plus intelligents que les débats idéologiques qu'on veut leur imposer dans ce... Alors, je vous parle de débat idéologique, c'est pas pour ça que je reviens vers vous. Pierre-Yves Cadalin, sur la capitalisation. Voilà, exactement, parce que lorsque l'on défend la capitalisation, comme je viens de l'entendre, eh bien, on défend aussi une approche idéologique. Une approche qui précisément dit que le système par répartition, qui au moment où l'on cotise paye les retraites des pensionnés, eh bien, est un système de solidarité autenté, alors que si l'on épargne personnellement à un moment donné, on prend le risque, comme ça a été le cas aux États-Unis pendant la crise des subprimes, de tout perdre avec le fonds de pension qui s'envole d'un coup en un tas de fumée. Parce que je veux revenir sur un point important. Je rappelle que le premier élément de capitalisation, c'est que 60% des Français sont propriétaires de leur maison. C'est-à-dire qu'ils ont capitalisé leur épargne, ils ont capitalisé leur épargne sur leur maison. Laissez-moi terminer mon point sur le système de retraite. On parle de l'État qui doit, soi-disant, surcotiser. Effectivement, il surcotise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le rapport entre le nombre de fonctionnaires et le nombre de pensionnés de la fonction publique est très défavorable, parce que nous ne recrutons plus assez de fonctionnaires. Je le sais très bien, parce qu'avant d'être élu, j'étais contractuel de la fonction publique. On a multiplié les contractuels, on a gelé le point d'indice. Et donc l'État cotise moins, donc il doit compenser davantage. Non, mais vous dites que les Français veulent l'abrogation. C'est d'accord, à 65%. Oui. Est-ce que vous voulez aussi vous êtes d'accord, monsieur Je suis d'accord là-dessus. Et vous voulez la crise financière avec ? Absolument pas. Je veux dire, il faut arrêter d'agiter les peurs. Je parle par exemple d'un économiste comme Michael Zemmour, dit tout à fait que c'est finançable. Ce n'est pas un économiste lambda. Je veux dire, c'est quelqu'un de très reconnu pour ses travaux. Il y en a de bien nombreux autour de lui qui disent également que c'est tout à fait finançable. On peut imaginer par exemple de relever d'un point les cotisations patronales et de relever un certain nombre d'exonérations patronales. Déjà, avec ça, on arrive à 10 milliards de dépenses. Non, mais le problème, si vous lisez le comité, il faut être sérieux. Si on lit le rapport du corps, le problème du système des retraites est un problème de ressources, pas de dépenses. Donc le problème, c'est comment on trouve de la ressource, à la fois côté cotisation, mais aussi côté mécanique, économique générale. Le budget qui vient d'être passé en force est un budget récessif qui va ralentir l'activité. Non, mais c'est du chômage. Monsieur Cadalin, à force de noircir le tableau, vous allez faire peur à tout le monde. Non, je crois qu'aujourd'hui, vous qui avez fait peur à tout le monde avant en disant je crois qu'aujourd'hui, Monsieur Cadalin, ne jouez pas l'insoumis dans un débat qui se veut être démocratique. Je ne joue à rien. Là. Mais je vous assure que quelquefois, j'ai l'impression que vous avez une idée fixe, la capitalisation dont on parlait tout à l'heure. Ah non, moi, c'est la répartition. Non, mais dont on parlait tout à l'heure, et je me tourne vers Samuel Paty, elle est possible si les partenaires sociaux, comme cela existe dans le public, veulent instiller une dose de participation. Pourquoi vous y refuseriez-vous ? Puisque les partenaires sociaux sont les premiers à vouloir que cette réforme, qui est la mère des réformes, aille jusqu'au bout et surtout soit favorable à toutes et tous, y compris aux retraités. Attendez, c'est moi qui mène le débat, si vous permettez. Stéphane Roudot, ensuite Samuel Paty et Pierre-Yves Cadalin. Il y a une forme d'hypocrisie, puisque le système actuel est à bout de souffle. En 1964, la Préfonds a été créée. On y a mis autour de la table, à la demande du général de Gaulle à l'époque, les syndicats. On y retrouve Force ouvrière, la CFDT, et ils ont accouché en fait de cette possibilité de capitalisation pour la fonction publique. Aujourd'hui, on a besoin d'une mixité parce que la démographie va de ce sens-là. Il y a moins d'actifs pour plus de retraités. Le nombre de naissances dans notre pays est en train de chuter. On doit travailler sur le long terme parce que les naissances que nous n'avons pas aujourd'hui mettent en péril dans 20 ans ou dans 25 ans le système par répartition. Sauf à avoir un effet démographique fort dans les années à venir,
on va dans le mur. Et le dire, c'est pas de l'idéologie. C'est simplement faire parler les chiffres. Samuel Petit. Quand on dit que ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de dépenses. Si, c'est un problème de dépenses. C'est 14% du PIB, les retraites. 14% de la richesse créée. Quand une entreprise crée 100 euros de richesse, 14 euros vont financer les retraites. C'est 12% en moyenne dans le C2. Donc c'est 2 points. Donc notre système de retraite coûte 60 milliards de plus que la moyenne des systèmes de retraite européens. Ces 60 milliards, où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui? Mais non, mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, ce chiffre-là n'est pas vrai. C'est parce que cet écart-là, parce que vous ne comptez pas les retraites, vous ne comptez pas justement les systèmes de capitalisation dans d'autres pays, et dans l'écart, par exemple, avec l'Allemagne est surestimé. Ces 60 milliards, aujourd'hui, on ne sait pas les trouver. C'est vrai qu'il y a une question qu'on n'ose pas poser, c'est le niveau des retraites. Aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est de 105% de celui des Français moyens. C'est une fausse bonne idée. C'est peut-être une fausse bonne idée, mais la question aujourd'hui de la dépense... c'est l'un des 4 leviers. C'est un des 4 leviers. C'est un des 4 leviers dont on dispose pour faire évoluer le système. Est-ce qu'on va expliquer? C'est comme si vous jouiez au Monopoly et vous changiez les règles en plein milieu de la partie. Il y a des retraités qui ont cotisé toute leur vie, leur expliquer qu'une fois arrivés à la retraite, moi ça me paraît extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Notamment pour les petites retraites. On vous dit que les cotisations de retraite sont de 10 et elles passent à 12. Le salarié peut change les règles. On va laisser ensuite les syndicats. Il y a une dimension de fiscalisation sur l'impôt sur le revenu. Une petite idée de ce que ça va donner. Mais il y a une dimension très concrète aussi à ce problème, c'est lorsqu'on avance l'âge légal de la retraite, de départ à la retraite, par exemple, il y a des gens qui passent beaucoup moins de temps à la retraite. L'espérance de vie à la retraite diminue déjà sur les 10 dernières années, c'est 3 ans de moins, c'est quand même crucial. Et ensuite, excusez-moi, mais quand je vous entends tous les trois, on a l'impression que la politique économique qui est menée ces dernières années doit être absolument continuée. C'est-à-dire que, par exemple, si on baissait les pensions ou si on désindexait les retraites de l'inflation, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une récession économique. Je veux dire, les politiques austéritaires qui ont été menées ont des effets récessifs qui, justement, mettent en jeu la balance du système par répartition. Il y a quand même une nécessité de bonne gestion, malgré tout. C'est d'ailleurs celle qui a gagné dans les urnes en juillet dernier. Juste un dernier mot sur la capitalisation. Aujourd'hui, le patrimoine des Français va essentiellement vers de l'immobilier et de l'investissement qui est non rentable au service des politiques publiques comme l'habitat social. C'est une bonne chose. La capitalisation permettrait enfin de répondre à un vrai problème dans notre pays, qui est la sous-capitalisation des entreprises. Aujourd'hui, l'épargne, on fait appel à l'État parce que l'épargne des Français ne va pas soutenir l'activité économique. Et c'est une question de souveraineté. Et c'est une vraie question. Et c'est une vraie question. Vous voyez un avant-goût des discussions qui vont s'ouvrir la semaine prochaine entre les syndicats. Ne remettons pas en cause les retraites les plus modestes, parce que là, il n'y aurait pas le consensus dont tout le monde a besoin. Si jamais on touche à l'indexation des retraites les plus modestes, là, je dois vous assurer que vous me trouverez sur votre route. Très bien. Alors, je voulais vous poser une autre question. Je voulais vous poser une question maintenant sur la nomination très importante de Richard Ferrand. Vous m'écoutez là? Richard Ferrand donc a été nommé président du Conseil constitutionnel. Ça a été beaucoup plus serré que prévu puisqu'il a été élu à une voix près. Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il faut reprendre au départ à quoi servait le Conseil constitutionnel. Un conseil de sages pour permettre à la Constitution qui avait été votée de faire ce qu'elle devait faire, à savoir assurer un fonctionnement de l'État et des institutions. Aujourd'hui, on le sait, une vingtaine d'années après, fin des années 70, cette institution s'est transformée en conseil de juges. Et aujourd'hui, cette gouvernement des juges, vous voulez dire? Gouvernement de juges, si vous voulez. Et aujourd'hui, on paye cette dérive-là. Donc, aujourd'hui, si on remonte à Jean-Louis Debré, si on remonte à Laurent Fabius, on peut avoir plein d'exemples. Il y a des innovations comme la QPC, la question de constitutionnalité. Ça n'existait pas. Non, mais aujourd'hui, soyons clairs, ça pose problème parce que d'abord, la nomination vient du président de la République qui a été désavoué dans les urnes en juin et en juillet. Et puis surtout, il y a une voix qui lui a permis d'être élu. Ce sont quand même les sénateurs et les députés qui l'ont choisi. Ce ne sont pas les partis politiques. Il faut voir que Richard Ferrand est aujourd'hui, il voit sa confirmation de nomination liée aux bonnes grâces du Rassemblement national qui s'est abstenu sur ce sujet. Ensuite, au-delà de ce fait politique, qui d'ailleurs accompagne le fait que le Rassemblement national ne censure pas le gouvernement proposé par Emmanuel Macron, au-delà de cela, il y a effectivement la question du rôle du Conseil constitutionnel et de sa composition. Nous sommes dans un pays unique au monde en termes de démocratie parlementaire, où la Cour de contrôle, la Cour de constitutionnalité n'est pas composée par des gens qui justement
ont des qualifications juridiques. Quelle est la compétence de Richard Ferrand pour siéger au sein d'une cour constitutionnelle? Il faut, au contraire, et je pense que cela pose la question du passage à la 6e République, à des institutions qui ne soient pas autour du président. Je savais que vous alliez me sortir ça. Ça vous ennuie à chaque fois, mais si vous voulez, c'est très important. Mais moi, je suis pour la stabilité. On peut contrer la stabilité. Vous voyez, aujourd'hui, ce que donne la 5e République, la 6e République, c'est justement plus de démocratie, d'intervention citoyenne et d'indépendance de la Cour de contrôle. Stéphane Roudotte. Le président de la République a toujours nommé. Et dans l'histoire, on l'a rappelé tout à l'heure, Mitterrand nomme Badinter, qui lui dit d'ailleurs son devoir d'ingratitude désormais. Ensuite, on a eu Debré par Chirac, Fabius par Hollande, et ainsi de suite. Qui est une proximité entre le président de la République et celui qui nomme. Enfin, il faut arrêter de polémiquer et de voir des mauvaises intentions partout. Faisons confiance aussi à Richard Ferrand. J'ai été un de ses adversaires politiques. De mon point de vue, il a été un bon président de l'Assemblée nationale et ça a été reconnu par l'ensemble des rangs, de l'ensemble des sensibilités politiques. C'est-à-dire qu'il a géré les débats à l'Assemblée de façon équitable. Donc pas de polémique inutile et pas de procès d'intention. C'est surtout ça. Bon, okay. Et un petit mot. Oui. Peut-on aussi avoir une forme de solidarité bretonne quand on a des nominations de ce niveau-là? Je trouve que c'est utile de le mettre sur la table. Bon, Samuel Petit... Juste une remarque, Richard Ferrand est quand même, je pense, avec Jean-Yves Le Drian, le seul rescapé de la Macronie. Toutes les personnes qui ont été séduites ces 9 dernières années, ces 8 dernières années par Emmanuel Macron sont quand même tous passés dans la broyeuse. Jean-Louis Borloo, Nicolas Hulot, Gabriel Attal, tous sont sortis du spectre du président. Et les deux Bretons, peut-être par leur maturité politique ou leur poids, sont sortis indemnes. Jean-Yves Le Drian a aujourd'hui une mission. Et peut-être auront-ils quand même ce devoir d'ingratitude dont Robert Badinter disait pour les 9 prochaines années, Richard Ferrand est probablement le macroniste le mieux traité, on va dire. Et cette sensibilité qui est propre à la Bretagne, à savoir essayer de rassembler ceux qui étaient part, et je pense que là aussi ça a joué dans le succès. Vous parliez d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il va s'envoler en début de semaine ou en dimanche soir à Washington pour rencontrer le président Trump, qui nous a quand même beaucoup, enfin, je veux dire, qui nous a beaucoup surpris, qui nous a même sidérés par ses déclarations contre le président Zelensky. On a un peu le sentiment que l'ordre établi depuis 1945 est en train de vaciller. Emmanuel Macron s'exprimait hier devant les réseaux sociaux en disant « Je vais dire à Trump qu'il ne doit pas être faible face à Poutine ». Est-ce que c'est la meilleure manière de peser, à votre avis ? On aime ou on n'aime pas Emmanuel Macron, mais force est de reconnaître que les codes qu'il emprunte sont quand même perturbants. Son intervention hier d'1h15 sur les réseaux sociaux sur un sujet aussi grave que la fragilité de la planète, la fragilité de l'Europe, sur un mode, je ne vais pas dire ludique, mais qui peut quand même, je trouve, retire de la dramatisation au sujet, tutoyer Trump, je ne suis pas attaché au code, je pense qu'il faut faire de la politique autrement, mais à un moment donné, dans le climat actuel, ce mode d'expression, je trouve, retire déjà de la valeur à la parole. Stéphane Roudotte, est-ce que la situation actuelle redonne de l'air au président Macron, indépendamment du fait qu'elle est très préoccupante? Est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard pour l'Europe? Je crois que c'est toute l'Europe qui est fébrile aujourd'hui. On a la situation politique qu'on connaît aujourd'hui en France. Le président est fragilisé depuis les dernières élections. En Allemagne, il y a des élections lundi prochain avec une montée de l'AfD. Le Royaume-Uni désormais en dehors de l'Union européenne, mais le Premier ministre semble avoir pris conscience, Premier ministre britannique, avoir pris conscience de l'urgence de la situation. Si on doit trouver un mérite aux sorties de Donald Trump, c'est peut-être que les Européens, les nations européennes ont la nécessité de s'organiser. L'étape d'après, c'est probablement la mise sous assistance respiratoire de l'OTAN. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Aujourd'hui, pour lire un peu la presse... C'est très compliqué de faire sans. Oui, exactement. Mais ça veut dire que l'Europe doit probablement changer de braquet sur les questions de diplomatie et de défense. Mais il est nécessaire, je pense, de s'intéresser, de lire, alors ce qui n'est pas mon cas dans la langue du pays, mais de s'intéresser à la situation de la Pologne, les pays baltes, au-delà de l'Ukraine. Il y a une très grande, aujourd'hui, fébrilité dans ces pays. Inquiétude, le mot est trop faible, je pense. Bon, Pierre-Yves Cadalin, vous êtes à la Commission des Affaires étrangères. Vous êtes naturellement anti-américain, anti-impérialiste. C'est la tradition de votre parti. Ce n'est pas la question. Là, vous trouvez quelques raisons de l'être, désormais? Non, disons que effectivement, la position que nous défendons depuis des années est celle d'une France non alignée. C'est celle que nous défendons à la France insoumise, mais il y a également
actuellement dans le pays des gaullistes de droite qui défendent cette position. C'est une position historique. Vous êtes villepiniste? Non, mais je veux dire, si vous écoutez Dominique de Villepin et Jean-Luc Mélenchon sur un certain nombre de questions internationales, les constats et les préconisations parfois peuvent être les mêmes. Et notamment, que disent-ils depuis des années? Eh bien, qu'il fallait, et là c'est tout particulièrement urgent, éviter à tout prix que l'Europe soit exclue des négociations qui seront des négociations de sortie de conflit. Et or, c'est ce qui se profile aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des négociations bilatérales directes qui excluent même les Ukrainiens entre Trump et Poutine, qui n'ont même pas lieu en Europe. Et ça, c'est vraiment d'une gravité extrême. Il faut donc, on est complètement d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Mais vous qui voulez dépenser beaucoup d'argent et ne pas serrer les boulons sur les retraites, comment vous allez faire pour que l'économie de guerre, pour que la France soit mise en économie de guerre et que son PIB sur la défense monte de 2 à 5%? La France doit redéfinir. Il y a une loi de programmation militaire qui suit son cours, c'est une chose, mais la France doit redéfinir ses objectifs de politique internationale, car il faut bien voir que c'est la politique internationale qui commande la politique de défense, et la France n'a aucun intérêt, et je pense que les Français ne souhaitent aucunement être entraînés dans une escalade guerrière entre empires, car il faut bien voir qu'en plus, le contexte stratégique actuel est un contexte qui repose tout entier sur un équilibre terrible, celui de la terreur, avec tout de même l'arme nucléaire. Bon, alors on fait quoi? On attend que ça se passe alors. Écoutez, c'est une situation grave. Il faut, comme nous le disons depuis longtemps, il faut avoir et utiliser des outils de négociation multilatéraux qui sont à notre portée. Je pense notamment à l'organisme de sécurité et de coopération en Europe. Il faut absolument remettre les Européens et les Ukrainiens, y compris pour défendre les intérêts et surtout les intérêts ukrainiens dans les négociations en cours, car si nous laissons le Trump en fait ravager l'Ukraine avec Poutine, eh bien il y aura un énorme problème. Ok, donc, voilà. Qui veut réagir là-dessus? Moi. Ah pardon. Non. Allez-y. Samuel Petit. Non, juste en deux mots, je trouve que ce que dit Pierre-Yves Cadalin est extrêmement raisonnable. Après, je veux quand même le mettre en perspective par rapport à la position de Jean-Luc Mélenchon au début du conflit. Dire aujourd'hui on ne veut pas une bataille entre empires, mais avoir une espèce de complaisance un peu déplacée lorsque l'Ukraine est envahie, je trouve ça un peu hypocrite aujourd'hui de venir parler. Nous avons condamné d'emblée, Jean-Luc Mélenchon a condamné d'emblée l'agression russe en Ukraine. Vous retrouverez le tweet et peut-être vous pourrez corriger la prochaine fois. Non, mais je voudrais compléter ce qui a été dit. L'inquiétude, il n'y a pas que l'Europe du Nord, les Pays-Baltes et la Pologne, il y a aussi la Roumanie. Je suis dans le cadre de l'association des villes, communes et régions françaises, celui qui préside aux relations et au travail entre la France et la Roumanie. On connaît aujourd'hui l'inquiétude aux portes de l'Ukraine. Parce que si on se limite simplement à dire Trump a tort et Poutine va continuer, il faudra un jour, et c'est là où il y a un vrai débat politique, que l'Europe prenne ses responsabilités, qu'une Europe fédérale, qu'une Europe fédérale soit mise en discussion. Pourquoi ne pas engager le débat aujourd'hui alors que nous sommes mis au pied du mur sur ce thème-là? Il y a un contre-modèle européen qui existe, y compris en dialogue avec les pays du Sud, parce qu'il y a la Chine d'un côté, il y a les États-Unis de l'autre, et il faut de l'Europe. L'Europe, elle s'est construite sur le modèle de l'État-providence, de l'avancée des droits sociaux, des droits humains. Voilà ce qu'il faut défendre. C'est le pouvoir économique. Justement, c'est en 20 ans une partie du pouvoir économique que l'Europe est devenue un modèle d'État-providence. C'est l'euroscepticisme qui nous tue aujourd'hui. Bon, ok. Excusez-moi, je vous interromps, je vous coupe, parce que je voudrais quand même qu'on en revienne à des préoccupations locales et régionales, et notamment, je lisais il y a peu un excellent article de Jean-Luc Padelec dans le Télégramme, qui s'interrogeait en disant, à 70 ans, est-ce que le maire de Brest va nous refaire le coup du père François et repartir pour un 5e mandat? Alors, puisque vous êtes tous à des degrés divers, plus ou moins candidats à la mairie de Brest, même non déclarés, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Moi, je ne suis pas. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Nous avons commencé un travail avec la France Insoumise, un atelier sur la démocratie communale. Nous avons dit notre disponibilité à échanger avec les forces du Nouveau Front Populaire dans le cadre d'un changement de politique municipale. Et donc, nous menons le travail en cours. Ça va continuer. Monsieur Rodotte. Je crois que les préoccupations sont ailleurs aujourd'hui. Les yeux sont braqués sur autre chose que les questions municipales. Que les ambitions s'expriment à un moment, ça viendra. Mais Jean-Luc Padelec, ils sont braqués là-dessus. Excusez-moi. C'est son droit le plus strict, et puis c'est sa liberté de journaliste. Par contre, notons que toutes celles et ceux qui aujourd'hui interviennent sur ces questions
qui fixent leur ambition ou pas leur ambition sur les élections 2026 sont celles et ceux qui veulent s'arrêter. Voilà. Et j'ai à l'esprit le calendrier des précédentes élections municipales. C'est à l'automne, en général, que les uns et les autres viennent à s'exprimer. Fortuné Pellicano, il y a un petit sondage qui va montrer si le maire y va ou pas. C'est ce que j'ai lu dans la presse commandée par... Si le sondage est bon, il y retourne. Mais je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas évoqué le sujet avec François Guillaume. Ce que je sais, c'est que je fais partie de sa majorité à la ville de Brest. Oui. Je fais partie de sa majorité à la métropole comme M. Roudot. La seule différence entre nous, c'est que je suis dans la majorité à la région et il est dans l'opposition à la région. Donc, chaque chose en son temps. François Guillon n'a pas pris sa décision. Laissons-le s'exprimer sur le sujet. Il y aura vraisemblablement la majorité d'aujourd'hui. C'est ce qui avait permis au président Macron de se représenter. C'était le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors peut-être que ça va... Mais il n'y a pas de guerre à Brest. Il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude qui est réelle sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'aménagement du territoire, sur le logement. Okay. Ce sont des thèmes dont il nous faut tenir. Je vois que vous ne voulez pas répondre. Merci. Enfin, en tout cas, c'est prématuré pour vous. Merci. Mais ça se prépare collectivement à une élection municipale. Merci, messieurs. Merci de votre participation. Merci beaucoup. Bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine sur TBO et TB Sud, bien sûr, pour un nouveau Café du Commerce. À très vite.